Ketchup, Yak, Divi. Forum WhatsApp, Ballon Boutique. Notre invité, c'est notre aîné, notre Kidiri Mango Gervais. Et le principe est simple, c'est une émission bilingue, 60% ou 70% voté et 30 ou 40% français. Alors nous allons commencer par la première question. Bonjour Monsieur Mango, pouvez-vous vous présenter? Ganyende Noblas Keji Yo Dure Noku Wanji Moko Mebe Ganyende Nilas Motuwa Monjo Beti Yenteta Ina Namogo Emne Di émission Moduba Kichapti Modusa Fati Nabweni Bekinye Basel Nabweni Badin Ina Nanam Fomba Tenum Kane Baifine. Donc, Irma yana mango j'avais mon moti metedia. Madoun am sayaki jibi. Amenjo bay manda am kiaba ko benyi ne nyinde ki mo dubana ko ngbane bay gakek. Voilà. Je m'excuse, je suis dans les embouteillages, je suis au volant. Je vais répondre comme ça. Je disais tout à l'heure que c'est une joie pour moi. Répondre à cette émission qui a été créée par les administrateurs de ce forum, que j'encourage et que je félicite aussi. Parce que c'est l'opportunité pour nous de pouvoir faire même corps avec notre culture, avec nos traditions. Voilà, merci beaucoup. Comment appelle-t-on la chaufferie en voûté et comment la définissez-vous? Ok, merci beaucoup. À la question de savoir quel est le rôle ou alors quelle est la définition que nous pouvons donner à la chaufferie, ça rentre dans l'organisation de la société voûtée, où il est reconnu à un individu choisi par ses pairs de présider aux destinées de ce village, de cette cité, de ce royaume. Il est en même temps chef politique, il est chef religieux, il est même aussi chef de guerre. Alors, je crois que nous allons y revenir de plus amplement avec les prochaines questions. Donc, on appelle le chef, je le voûte, Mveng. Et le palais royal, Ham Mvene. La royauté, Djou Mvene. Voilà. Quelles sont les caractéristiques de la chaufferie chez les voûtés et comment se différencie-t-elle des autres constructions? Par caractéristiques, j'entends bien la forme, l'architecture, les matériaux de construction, la taille, la position dans le village. Bon, déjà, au niveau de la distinction que nous pouvons faire, il faut déjà dire que nous avons beaucoup plus emprunté de nos frères musulmans du Nord, où la chaufferie est généralement fixée au fond du village. Et la chaufferie est entourée de maisons annexes qui sont soit les maisons des épouses, soit les maisons de certains notables qui accompagnent la maison du chef, par exemple la maison du Dumbubi qui n'est pas très loin de la chaufferie, qui est tout à côté, et la personne qui garde ça aussi est là. Bon, maintenant, vous avez donc une clôture qui marque, n'est-ce pas, la différenciation, parce qu'on doit pouvoir reconnaître, c'est pour ça qu'on appelle ça Ham, c'est-à-dire le palais, Ham Ven. Donc, le Ham est un ensemble de maisons qui accompagnent le palais royal. Là, il y a aussi le Fada qui est là, que le chef, Ham Vendogo, ne tienne qu'il vient juger des affaires qui concernent la cité. Fada. C'est là où le chef venait s'asseoir. Il sortait de chez lui, du palais, et venait s'asseoir là. Et autour de lui, il y avait donc les Dougal qui étaient là, autour de lui. Il n'y avait pas que les Dougal, il y avait même les Metans. Et ces Metans-là étaient autour de lui, comme on peut dire Metang Tangoute, Tangrang, Tangveke, Tangdo, Tangodi. C'est-à-dire les gens qui sont autour de lui et qui vivent grâce à lui. On les appelait les Metans.
Donc, il y avait ça. Maintenant, il y avait, parmi ces épouses-là, il y avait la principale femme, celle qui était en fait considérée comme la reine-mère. Elle était tout le temps à côté du roi. Et c'est elle qui pouvait décider de la femme qui allait passer la nuit avec le roi ce jour et tout, tout, tout. Donc, c'est elle qui décidait, c'était comme ça. Il y avait vraiment une très bonne organisation autour de la royauté chez le voté qui donnait quand même la preuve d'une organisation vraiment bien faite. Aujourd'hui, on classe les chefferies selon les degrés. On en a de premier degré, de deuxième degré, de troisième degré. Cette typologie de chefferie colle-t-elle à la tradition voûtée? Non, mais déjà, il faut dire que la classification que nous voyons là est une organisation au Cameroun qui est née dans les années 1930, entre 1930 et 1933. C'est à ce moment qu'on va assister à la première organisation de la chefferie traditionnelle au Cameroun. Cette organisation va classifier les chefferies. Alors nous aurons des chefferies de premier degré, des chefferies de deuxième degré et des chefferies de troisième degré. Chez le voûté, le chef il n'y a pas un chef plus que l'autre. C'est vrai que certains acceptaient d'être vassal, mais c'était pas dans l'esprit même du voûté. On est chef, on a un territoire, on a des populations sur lesquelles on trône. Donc, les chefferies de deuxième degré, premier degré, troisième degré, c'est une organisation coloniale, comme je viens de le dire, qui se situe justement entre les années 1930 et 1933. Voilà. Et l'autre organisation, je crois que c'est les années 1982. Donc, ça, c'est ce qui concerne l'administration coloniale et l'administration moderne. Donc, c'est pas dans l'esprit de la chefferie chez le côté. Mais on note tout de même une notoriété à travers les âges des chefferies de Linté, Ngila et MT, qui sont même des références. Comment pouvez-vous justifier cela? Sans toutefois renier ou alors rejeter la notoriété des grandes chefferies, il n'y avait tout de même pas cette hiérarchisation. Mais ce que nous devons savoir, c'est qu'il y avait parmi les chefs voûtés des férus de la guerre, ceux qui aimaient bien la guerre. Et il y en avait qui étaient des chefs, qui étaient des hommes paisibles. Par exemple, le chef de Yoko, c'était quelqu'un qui n'acceptait pas trop la guerre. Et je crois que c'est l'une des raisons qui a fait qu'il accueille non seulement la capitale du Lamida, de Tibati, parce que elle a été la capitale du Lamido de Tibati, qui avait deux capitales. Il régnait 6 mois à Yoko et 6 mois à Tibati. Alors, maintenant, pourquoi les autres étaient comme ça? C'était des grands conquérants, en fait. C'était des très grands conquérants. Et ils avaient pratiquement le même Dungubi. Ils avaient le même Dungubi. Un pouvoir qui leur avait été transmis par une femme au niveau de Machari. Cette femme a été extrêmement puissante et qui était tombée amoureuse de l'un des chefs qui s'appelait Nguyen. Parce que ce n'était pas un grand, c'était non pas un goûter, c'était leur père qui était jumeau. Et ces deux jumeaux-là s'aimaient beaucoup. Et ils se ressemblaient comme deux gouttes d'eau. Il a donc séduit cette femme qui était très belle, très puissante. Et c'est cette femme qui a renforcé du pouvoir qu'ils avaient ramené de leur père, qu'on appelait Ngeken, de Guéré. Parce que, en fait, ce sont des gens qui viennent de Guéré. Ngeken, qui les avait pratiquement chassés parce que l'un d'eux avait couché avec son épouse. Il les a donc fait partir du village. Mais après s'être réconcilié avec ses enfants, il leur a partagé une partie de son pouvoir de Ndungubi de Guéré. Ajouté à ce que la dame leur avait donné, ils étaient devenus presque invincibles à la guerre. Voilà pourquoi est-ce que ces chefs-là avaient eu cette grande notoriété. Bonjour par ici. Je vais essayer de m'engager sur ce terrain glissant. Pourquoi la notoriété de certaines grandes chefferies
ont perdu du nord. Puis on reconnaît les chefferies de Linté, Ndova, Mtché. C'était de grandes chefferies. Mais à mon entendement, du moment où les impérialistes ont fait croire à nos parents que ce pouvoir était maléfique et qu'il y avait un Dieu qui faisait le bon jour des humains, je crois que c'est à ce moment que tout le monde a abandonné cette voie pour suivre Jésus. Et je vais m'expliquer parce que dernièrement, j'ai vu toujours à l'ouest comment les chefs sont sortis avec les masques pour chanter les louanges de ce Dieu-là. Et vous voyez que à partir de ce moment, le fondement même des chefferies va se diluer au détriment de ce qu'on nous a apporté. Et c'est pourquoi certains nous font savoir, nous font comprendre l'importance de renouer avec nos sources, l'importance de savoir ce qui est bien pour nous, parce que le fait de nous apporter quelque chose qui ne nous sied pas, qui ne cadre pas avec nos réalités, c'était justement pour nous détourner du droit chemin, pour nous affaiblir. Et ils ont réussi parce que voilà que nous avons tout perdu et nous sommes restés à la croisée des chemins. Ça, c'est ma part de conception. Oui, je m'empresse de dire que si ces chefferies ont tenu, si elles ont gardé le minimum de leur hégémonie, c'est parce qu'ils n'ont pas cédé à la peur de l'impérialiste. Donc, ils sont restés intègres. Ils n'ont pas embrassé ces mensonges venus de l'autre côté. Donc, je crois que c'est ça qui a fait leur résistance. Toutes ces grandes royautés qui ont survécu, qui sont restées idem. Et vous allez même constater que dans bien de nos chefferies, on n'a plus le Ndung. Le Ndung qui est le symbole même de la puissance des chefs. Et là, c'est une question qui doit vraiment être prise à bras le corps parce que sans le Ndung dans une chefferie, je ne sais pas à quoi nous attendre. Bien qu'il n'y ait plus de guerre, maintenant c'est des guerres idéologiques. Donc voilà. C'est fort enrichissant. Vous confirmez donc, comme nous l'avons appris dans les échanges à Nyo Babouté, qu'un grand Ngouté n'était pas des jumeaux, mais ce sont leurs pères qu'il était? Oui, un grand Ngouté était plutôt les fils des enfants nés de deux jumeaux. C'était pas eux les jumeaux. Mais dans la conscience populaire, on a tendance à croire que c'était les deux qui étaient des jumeaux. Non, ils n'étaient pas des jumeaux, ils étaient des cousins, nés de deux jumeaux. Un grand est né de l'un des jumeaux, comme un Ngouté qui s'est installé à Linté est né de l'autre. Alors, il faut déjà dire que ils partent tous de Machari. C'est de là qu'ils partent après avoir été exilés de leur village natal qui était Guéré. Alors à partir de là, ils vont donc aller d'abord à la conquête de Linté qu'ils ont pris. Plus tard, ils vont déloger les Befuk qui étaient en Douba, qu'on appelle aujourd'hui Ngila. Voilà. Donc, une coalition Ngouté, Ngrang, et il faut le dire, même les Allemands avaient aidé les deux frères à aller déloger les Befuk qui étaient là, parce qu'en fait c'était leur capitale, ce que nous appelons aujourd'hui Ngila, ou alors Ndouba, était la capitale des Befuk. Voilà, qui était également une cité extrêmement puissante, un royaume extrêmement puissant, dirigé par les Befuk qui étaient là. Merci.
Aussi, dit-on que c'est une même sage-femme voûtée qui les avait fait venir au monde et a mélangé leur sang lors d'un rituel. Est-ce que vous le confirmez? Les informations que nous avons ne nous ont pas donné cette version-là. Elles nous ont plutôt donné la version que j'ai évoquée plus haut. Parce que vous savez, chez nous, il y a ce qu'on appelle le toum. Le toum. Et cette femme-là elle était tombée véritablement amoureuse de l'un des jumeaux. Elle a donc invité son amant. Je fais court, hein. Elle a invité son amant à une séance où elle s'était proposé de lui passer le pouvoir. Elle a donc accouché de cette boule brillante qui brillait un peu comme le feu. Elle l'a remis en lui disant, avec ça, tu seras invincible à la guerre. Donc, ils ont donc ajouté ça dans leur Ndungubi que leur père leur avait donné. Et c'est comme ça qu'ils se sont partagés lorsqu'ils ont décidé de se séparer. Quand l'un était allé vers le sud, ils ont divisé le contenu de leur Ndungubi à deux. Et c'est comme ça qu'ils sont devenus très, 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 très puissants. Voilà ce que nous pouvons dire de cette histoire. D'accord. Qu'est-ce que le Ndungubi? Chaque chefferie en possédait-elle ou devait-elle en posséder? Bien sûr, dites-le nous sans franchir le seuil de confidentialité. Sans bien sûr franchir le seuil de confidentialité. En fait, je voudrais dire que je vais appeler le Ndungubi comme en Israël. On a appelé ça l'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance. Le peuple d'Israël avait ce qu'ils appelaient l'arche de l'alliance. Qu'est-ce que l'arche de l'alliance symbolisait? L'arche de l'alliance symbolisait la présence de Dieu au milieu du peuple. Donc le Ndungubi est donc effectivement le symbole de la présence de Dieu au milieu de ce peuple. Alors, lorsque vous reprenez ce peuple voûté que nous connaissons tous, il était extrêmement spirituel. Sa spiritualité était extrêmement élevée. Donc, on ne peut pas imaginer un village qui était sans Dieu. Parce qu'il fallait faire des rituels, il fallait faire des cultes des ancêtres, il fallait faire ceci. Et tout ça rentrait dans la spiritualité du voûté. Donc, le Ndou est en fait le symbole de la présence de Dieu au milieu du peuple. C'est l'arche de l'alliance chez les Juifs. Donc, sans avoir percé le seuil de la confidentialité, comme le petit frère vient de le dire, je crois que nous comprenons ça comme ça. Le Ndou, c'est le symbole de la présence de Dieu au milieu. Est-ce que chaque village devrait en avoir? Je parle de devrait parce qu'aujourd'hui, il y en a qui n'en ont pas. Est-ce que c'est normal? Est-ce que tout village devrait avoir un Ndungubi? Ou alors il était possible de ne pas en avoir et peut-être sous-traiter avec un autre? Parce qu'il y a des hameaux aujourd'hui, c'est vrai, considérés comme village, des gens qui se détachaient pour créer des hameaux qui n'ont pas de Ndungubi, mais qui sont considérés comme village et il y a des chefs. Essayez un peu de nous édifier à ce niveau. Alors, si je dois parler des villages avant notre période-ci, il n'y avait aucun village qui n'avait pas de Ndungubi. Il n'y avait pas. Il n'y avait pas. Mais vous devez savoir que nous avons traversé un ensemble de choses. Il y a des familles au trône qui, quand ils se sentaient soit énervés, soit ceci, ils gâtaient le Ndungubi. Soit ils jetaient dans l'eau, soit ils bafouaient ça, soit ils donnaient à quelqu'un d'autre. Et le village restait donc sans repère. C'est pour ça que vous pouvez noter aujourd'hui certains villages qui manquent vraiment de repères, qui ne peuvent pas dire quelque chose de façon ferme et obtenir. Il y a quelques rares villages qui continuent d'avoir le Ndungubi. Et il y a une bonne différence qui est perceptible avec les autres qui n'en ont pas. Parce que je venais de vous dire qu'il s'agit de Dieu. C'est la présence de Dieu au milieu du peuple. Donc, si vous n'avez pas Dieu, vous n'êtes rien.
Vous n'êtes rien. Vous n'êtes justement rien. Donc, quand on se projette en arrière, tous les villages avaient le Ndungubi. Mais aujourd'hui, justement, tous les villages n'en ont plus. Merci. Revenons à la chefferie. Quelles sont les parties d'une chefferie? Ok, peut-être que je comprends mal la question, mais je voudrais dire que la chefferie, la société était tellement très bien organisée qu'elle partait de la cellule familiale en passant par les mbas jusqu'aux différents responsables et différents ministères pour enfin atteindre le roi. Alors, comme je le disais tout à l'heure, vous aviez le chef ou alors le roi qu'on appelle Mveng, qui était à lui seul chef spirituel, chef politique. Il était tout de suite secondé par Tadjiri, je crois, qui exerçait en fait les fonctions de premier ministre. Quand vous avez quitté le Tadjiri, vous retrouvez immédiatement Gane, je crois. Gane qui était comme le ministre de la guerre, sinon le ministre de la défense. À côté du ministre de la guerre, il y avait Tamori. Tamori, c'était lui le ministre de l'agriculture, c'est-à-dire qu'il était responsable de tout ce qui concernait l'agriculture. Alors vous aviez Tamori. Maintenant, à côté de Tamori, il y avait le terme que nous avons emprunté des Fulbe, Sarki Fada. Le Sarki Fada était lui comme le ministre de la jeunesse. Donc, il s'occupait des jeunes. Le ministre des jeunes. C'était lui, Sarki Fada. À côté, il y a Sarki Mata, que on appelle, qui était en fait celle qui s'occupe des femmes, ministre chargé des femmes. Maintenant, le village était compartimenté en forêt. Et chaque forêt avait un bar qui commandait le village. Voilà en fait comment est-ce que le pouvoir se partageait ou alors s'exerçait. Pour qu'un problème arrive chez le chef, il fallait déjà d'abord que ça ait traversé toutes ces différentes divisions avant d'arriver chez le chef. Alors, comment fonctionne une chefferie au quotidien? Quelles sont les activités, par exemple, qui meublent toute une journée? Bon, il faudrait dire que une chefferie, c'est une institution qui gère les problèmes liés à la cité. Donc, vous avez les problèmes entre les citoyens dans le village. Vous avez les problèmes liés à la chasse. Vous avez les problèmes liés aux poissons dans l'eau. Vous avez les problèmes liés à la procréation parce que chaque jour, le chef doit s'assurer qu'il y aura procréation. C'est-à-dire que les jeunes filles vont faire des enfants et les jeunes hommes doivent aller prendre femmes. Et les jeunes femmes qui viendront faire que le village ne meurt pas. Donc à cela s'ajoutent donc des problèmes de conquête. Et donc voilà pratiquement les sujets qui meublent, n'est-ce pas, à longueur de l'année, le travail d'un chef au trône. Voilà, merci. Quels sont les critères à respecter pour être chef chez les voûtés? Alors, d'abord, je voudrais dire que chez nous, chez les voûtés, la chefferie, elle est héréditaire. Et elle répond donc de ce fait à un ensemble de critères. À une certaine époque éloignée de celle-ci, la chefferie était purement et simplement matrilinéaire. C'est-à-dire qu'on ne succédait pas au trône de son père, mais on succédait au trône de son oncle maternel. Parce qu'on estimait que le neveu avait le même cordon ombilical que son oncle. De ce fait, portait les mêmes pouvoirs, les mêmes héritages que celui qui était au trône. Seulement, à une certaine époque, celle de Ngouté justement, il va y avoir une révolution. Et cette révolution
va commencer par le chef d'Engila. Lorsqu'il décède, Ngouté va mettre à la place de son frère décédé son propre fils, au grand mécontentement de toute la communauté voûtée. Lorsque lui, il va mourir, ils vont donc rétablir la tradition en mettant sur son trône son neveu. Mais curieusement, il va se produire quelque chose d'assez curieux. Comme je l'ai dit, curieusement, il va se passer quelque chose. Pendant que le souverain se baladait dans son village, parle de Linté, un buffle va sortir de nulle part et va venir le frapper à mort à l'intérieur du village. Les gens vont donc comprendre que c'est l'esprit d'Ongouté qui n'acceptait pas ce monsieur, son neveu, comme son successeur. Ils vont donc décider de mettre à son trône son fils. Depuis ce temps-là, dans la plupart de nos chefferies, la chefferie a commencé à être partie de père en fils. Alors, l'un des critères les plus importants déjà, c'est d'appartenir au clan ou alors à la famille régnante. Pourquoi? Parce que, comme nous l'avons dit plus haut, le chef est en même temps chef politique et il est aussi chef spirituel. À ce titre, il est l'intercesseur entre le peuple et les MAP, entre le peuple et Dieu. C'est lui qui intercède, c'est lui qui pose les problèmes. Quand il n'est pas de la lignée, il ne peut pas avoir accès à cette partie de la chose. C'est-à-dire qu'il ne peut pas entrer dans le lieu sacré et être reconnu par nos ancêtres. Il ne pourra donc pas intercéder. Voilà pourquoi, pour répondre à la question qui suit, est-ce que cette façon de faire est ancienne? Elle est ancienne. Même quand on devait prendre le neveu, il était toujours de la lignée. Il n'est pas question d'aller prendre quelqu'un qui n'a rien à voir avec la chefferie. On a coupé ce village-là. On l'a coupé complètement. Et les impacts seront là. Le village va commencer à ternir. Il va manquer un ensemble de choses. Il n'y aura pas de prospérité. Il y aura des querelles à n'en point finir. Il y aura. Le village sera en train d'aller de mal en pire. Maintenant, le choix du chef, en plus de ce qu'il était membre du clan, devait également être guidé par un ensemble de choses. D'abord, il faut que le voûté connaisse, il maîtrise le chef, bref le candidat, qu'il maîtrise sa culture, qu'il la maîtrise, parce qu'il est chef traditionnel. Et quand on est chef traditionnel, ça veut dire que tu dois avoir la maîtrise des données de ta tradition, des clés de ta tradition, des clés de ta spiritualité. Le chef voûté doit avoir toutes ces clés. Autre chose, il doit être celui-là qui fait respecter le code moral et spirituel. S'il est donc celui qui doit faire respecter le code moral et spirituel, qui est en fait la loi fondamentale du peuple voûté, il doit déjà lui-même avoir la maîtrise de cette loi fondamentale, de ce code moral et spirituel. Le chef voûté est celui qui protège. Il est le protecteur en chef. Il doit avoir une capacité de protéger son peuple. Il n'est pas là uniquement pour protéger ses enfants et ses femmes. Toute personne du village doit être en fait le motif de ses soucis. Il ne doit pas dormir lorsque dans une maison on n'a pas mangé, il n'y a pas de jeunes qui travaillent, qui ne vont pas à l'école, qui ne font pas ceci, quand il n'y a pas le gibier en forêt, quand il n'y a pas le poisson dans l'eau, quand il n'y a pas la procréation. Il doit se soucier de tout. Il est garant de toutes ces choses. Voilà pourquoi on l'appelle le meurtrier. Donc il est la première personne à ne pas se sentir à l'aise lorsque quelque chose ne va pas. J'ai envie de vous dire,
que le peuple voté, qui avant était un peuple de conquérants, un peuple de guerriers, un peuple d'hospitalité, de solidarité. Il y avait deux raisons pour lesquelles on pouvait destituer un chef. On destitue un chef parce que 3 mois après votre intronisation, tu n'as pas déclaré une guerre, alors on te destitue. Parce que à la tête, le peuple va mourir de faim. Ce peuple vivait de guerres, de razzias et était toujours en train d'agrandir leur territoire. Voilà pourquoi vous pouvez voir que la carte du territoire était très grande, très vaste. C'est l'un des royaumes qui a eu le plus grand nombre de terres. Ça, c'était la première raison pour laquelle on pouvait destituer le chef. La deuxième raison, c'est que le chef ne mangeait qu'avec ses femmes. Donc, il était un chef avare. La nourriture à la chefferie se mange au fada. Toutes les femmes du chef apportent la nourriture là. On sonne le messenguep et tout le monde part de là où ils sont, je veux dire, pour venir manger à la chefferie. Le chef ne mange pas ça. Donc, ce sont des critères qui conduisaient, en plus de ce que on était d'abord membre du clan, on regardait également les autres acteurs. Merci. L'organisation qui est faite maintenant des chefferies est purement administrative parce que l'administration a récupéré les chefs pour faire de leurs auxiliaires. Et c'est ça qui va dénaturer, qui est en train de dénaturer le rôle principal de nos chefs, qui est en train d'aliéner en quelque sorte leur pouvoir. Donc ils sont beaucoup plus assujettis au rôle administratif que de leur rôle initial. Et je crois que faisant aussi allusion aux Bamileke, ils sont aussi en train de s'organiser pour mettre un frein à ça. Et il faudrait que ce mouvement soit collectif pour que ça porte. Depuis que les chefs sont devenus fonds politiques, ils sont cooptés pour jouer ce rôle. Ça dérange un peu. Et on est en train de perdre en plus de cette identité qui nous est propre. L'un des critères était également d'être capable de reclasser tous les éléments du sac du village qu'on appelle Ndungubi, que le frère Mangoa comparait à l'âge de l'Alliance pour que nous soyons au même niveau de compréhension puisqu'il y a beaucoup qui se réfèrent à la Bible. Alors, on versait tous les éléments de ce sac à terre. C'est le sac du village et le chef, c'est le chef du village, mais c'est également le chef, le représentant de Dieu sur terre. Et le chef devait être capable non seulement de régner, mais également de maîtriser et de pouvoir composer avec tous les éléments de la nature. C'est-à-dire le règne minéral, le règne végétal, le règne animal, le règne humain. Et normalement, un tel sac avait toutes les composantes de ces règnes. Et donc, on versait tout ça au sol. Il fallait être capable de classer. Et lorsqu'on ne pouvait pas classer, on n'était pas élu. C'était un signe qu'on n'est pas l'élu. Parce que justement, pour reclasser tous ces éléments, il fallait être élu, être spirituellement assis et avoir un cœur pur. Vraiment un cœur pur pour être capable de replacer tous ces éléments. Sinon, le sac remplissait sans que vous n'y ayez mis tous les éléments qui étaient contenus avant qu'on verse cela au sol. Merci Kidire pour ce premier jet en ce qui concerne ce thème. Nous reviendrons sur ce sujet dans les jours qui suivent et vraiment merci de s'être prêté à ce jet de questions et surtout pour cette édification.